Notre invité ce matin, Guillaume Pelletier, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de l'UMP, vous êtes l'un des proches de Nicolas Sarkozy, vous êtes cofondateur de la droite forte, le mouvement de l'UMP le plus à droite, vous êtes maire de Nain-sur-Beuvron, 1200 habitants, dans le Loir-et-Cher. Je n'ai pas dit de bêtises. Tout y est presque. Bien. Le plus à droite, on va y revenir. Oui. On est surtout la droite forte, le courant majoritaire de l'UMP, oui. Oui. et on est au cœur de la reconstruction. Non, mais vous savez, moi je me positionne pas sur un curseur de plus à droite, plus au centre. C'est pas ça qui m'intéresse. La droite forte, j'y reviendrai. C'est une droite juste, c'est une droite courageuse, c'est une droite qui veut changer la vie des Français. On va voir ce que vous voulez changer. Big Malion, vous connaissez bien. Les deux fondateurs, le comptable, l'ex-patron d'une filiale, sont en garde à vue actuellement. Vous les connaissez bien puisque Bastien Millot, le fondateur de Big Malion, est un peu votre inspirateur, votre parrain politique. Non, mais non, vous savez, on me donne toute la journée plein de parrains. Monsieur Millot, Monsieur Buisson. Oui. Vous savez, moi je ne suis, sur le plan politique, sur le plan intellectuel, le fils de personne. Bon, je suis libre. Vous l'avez connu. Mais comme beaucoup de gens. Connu. Bien vous sûr, avez travaillé avec lui. Mais mon entreprise avait été prestataire à l'époque, à la fin des années 2000. Avec Big Malion, sur de nombreux dossiers. Pas sur de nombreux dossiers, sur quelques dossiers, mais vous savez, tout ça a été écrit, dit, affirmé, annoncé. Il n'y a aucun problème. Hein. Oui, peut-être, mais les auditeurs, les téléspectateurs ne s'en souviennent pas, peut-être. Non. Et donc, où voulez-vous en venir? Non, je vous dis simplement, Big Malion, cette affaire Big Malion. Oui, Big Malion. Fausse facture pour permettre au budget de campagne de Nicolas Sarkozy en 2012 de rester dans les clous. Un système occulte mis en place. Vous étiez au courant ou pas? Mais moi, j'étais l'un des porte-parole de Nicolas Sarkozy. Oui, mais justement. Quand on fait campagne, quand on mène une campagne, on ne suit pas, en tout cas, c'était pas mon cas, toutes les questions logistiques. Je vous le dis sur cette question de manière grave, solennelle, parce que, à juste titre, elle peut désespérer les Français du rapport de la politique à l'honnêteté publique et à la confiance. Oui, mais ça n'arrange rien. Ça n'arrange rien. Et je le sais tous les jours. Moi, je suis maire d'une commune rurale, je suis président d'une communauté de communes, je l'entends tous les jours. Je dis que sur ce dossier, moi, je suis un homme politique, je ne suis pas un chroniqueur judiciaire, Jean-Jacques Bourdin. Et que la justice fasse son travail. S'il y a des coupables, que ces coupables soient sanctionnés lourdement. Et si il n'y en a pas, eh bien on aura parlé pour ne rien dire. Donc voilà, il y a des tournements de fonds. Où il y a de l'argent qui a disparu, où il y a des fausses factures. Jérôme Lavrieux lui-même l'a dit, vous le savez bien. Oui, mais moi je n'ai personnellement aucune information. Et donc je souhaite que les juges... Mais non, mais Jean-Jacques Bourdin... Vous savez ce que n'aiment pas les Français? Je vais vous dire. Moi je vais vous dire ce qu'ils n'aiment pas et vous me direz ce qu'ils n'aiment pas. Ce qu'ils n'aiment pas, c'est qu'il n'y ait jamais de responsable. C'est qu'il n'y ait jamais... C'est que dans les affaires de fausses factures, ah non, ce n'est pas moi, c'est l'autre. Je n'étais au courant de rien, je ne savais rien. Big Malion, je n'ai jamais entendu parler de Big Malion. Eh bien, je vais vous dire aussi ce qu'ils n'aiment pas. Vous avez raison là-dessus. Mais il y aura des responsables. Mais c'est à vous, à moi de les trouver, de les identifier et de les sanctionner. Certainement pas. Mais c'est à vous de dire la vérité. Mais si je la connaissais. Bon. Bien sûr que je la dirais si je la connaissais. Donc vous saviez qu'il y avait des fausses factures? Non, je l'ai dit. Vous, en tant que porte-parole, non. Qui savait alors, dans l'entourage de Nicolas Sarkozy, qui savait? Ma conviction personnelle, mais je n'ai aucun élément, c'est que ni Nicolas Sarkozy, ni Jean-François Copé n'étaient au courant des tenants et aboutissants. Pour le reste, Jean-Jacques Bourdin... Personne ne savait. Mais probablement. Qui? Mais vous êtes incroyable. Vous savez ce qui agace et exaspère les Français aussi, c'est quand les journalistes, c'est quand les hommes politiques... Non mais que vous, comme moi, nous prenions la place d'une justice indépendante et équitable. Vous savez, ce à quoi je crois plus particulièrement dans une république moderne, c'est le secret de l'instruction. Vous savez, moi je veux pas d'une justice à l'américaine où tout est étalé en permanence sur la place publique. Donc je vous pose des questions. Eh bien, je vous y réponds. Je ne suis au courant de rien dans ce dossier et je souhaite... Vous n'avez jamais parlé de ça, vous n'êtes au courant de rien? À aucun moment. À aucun moment. Et je souhaite avec la plus grande fermeté, parce que que la justice fasse son travail. Pourquoi? Moi je me suis engagé en politique, j'ai décidé d'y consacrer ma vie. Parce que je suis un amoureux de la France, parce que j'ai envie de réconcilier les Français avec la politique, et j'ai envie de démontrer aux Français que changer les choses en France, c'est possible. Vous avez consacré votre vie à la politique, votre vie à l'entreprise dans le monde politique, on est bien d'accord? C'est-à-dire, je fais vous avez créé plusieurs entreprises. Une entreprise qui travaille avec... Avec qui d'ailleurs? À 70% pour des PME, et un tiers avec un certain nombre de collectivités. Avec l'UMP. J'ai travaillé en 2011-2012 pour quelques contrats avec l'UMP. Mais tout est légal, tout est transparent. Si vous ne savez rien dans l'affaire Big Malion, est-ce que certains savent, selon vous?
Mais je ne peux pas vous répondre avec plus de sincérité que de vous dire que je n'en sais rien, Jean-Jacques Bourdin. C'est François Baroin qui disait, vous me parliez de Patrick Buisson tout à l'heure, qui disait Guillaume Pelletier est un subordonné de Patrick Buisson. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. Mais vous savez, moi je suis pas un juge d'instruction, comme vous dites, c'est François Baroin qui l'a dit. Mais chacun a le droit de dire ce qu'il pense, ce qu'il veut. Moi je vais vous dire, les Français n'en peuvent plus de ces querelles de clochers, de ces attaques ad hominem où l'un critique l'autre. C'est dans votre parti. Mais je le sais. C'est la raison pour laquelle je veux le refonder. C'est la raison pour laquelle je soutiens Nicolas Sarkozy. C'est la raison pour laquelle je considère qu'il nous faut une génération nouvelle. Et surtout Jean-Jacques Bourdin. Parce que le retour de Nicolas Sarkozy, tout indispensable qu'il soit, n'est pas suffisant. Il nous faudra, aux côtés de Nicolas Sarkozy, des nouvelles têtes, des nouvelles figures, et plus important encore, une nouvelle façon de faire de la politique, une nouvelle façon de poser et de porter des idées. La classe politique, toutes tendances confondues, manque cruellement de courage. En privé, elle parle, elle bavarde, mais quand elle arrive aux responsabilités, elle est incapable de réformer en profondeur notre pays. Moi, je veux une classe politique qui n'ait plus simplement le courage de dire, mais qui retrouve le courage de faire, qui ne multiplie pas simplement les promesses, mais qui donne la garantie de les tenir. C'est ça le grand rôle de ma génération. Et c'est cette idée que je porterai dans les mois et les années qui viennent. Ça m'intéresse beaucoup. Le Sénat, aujourd'hui, il y a une actualité. On va prendre l'actualité, puisque vous voulez refonder la vie politique en France. Il y a une actualité, c'est l'élection à la présidence du Sénat. Qui soutenez-vous ? Mais là encore, d'abord je suis pas sénateur. Oui, d'accord. Ça nous a pas échappé. Mais vous êtes homme politique. Non, mais vous êtes engagé en politique. Mais justement, vous avez quand même. Ah bah j'ai des convictions. Vous les connaissez. Alors, mes convictions sont celles d'une droite assumée et courageuse. Nous avons. Mais Jean-Jacques Bourdin, vous voyez, moi je ne veux pas faire de la politique comme ça. Sur toutes les radios ce matin, on doit... Écoutez-moi. Vous savez ce que je vous demande, moi, ce sont des réponses. Oui, mais vous savez ce que n'aiment pas les Français, c'est votre langue de bois. Ce sont des réponses qui ne sont jamais apportées. Je vais vous rassurer tout de suite. Moi, je les connais aussi, les Français. Les Français, ils se fichent pas mal de savoir qui doit faire les choses. Ils veulent savoir qu'est-ce qu'on va faire ensemble. Donc je vous le dis, je réponds clairement à votre question, il y a 3 candidats. Gérard Larcher, Jean-Pierre Raffarin, Philippe Marini. On a la chance d'avoir au Sénat le plus grand groupe parlementaire. Ce groupe parlementaire, de manière souveraine, cet après-midi, va décider par un vote au suffrage universel de ce groupe, de décider qui est le meilleur candidat. Au nom de quoi j'irai m'ingérer, moi, maire et président de communauté de commune, dans ces affaires? Si, j'ai un avis. C'est que, quel que soit le candidat élu, et donc le futur président, on réforme en profondeur notre pays. La seule chose qui m'intéresse par-delà les hommes, ce sont les idées. Posez-moi des questions de fond. Mais ils ne vous croient plus. Ils ne croient plus à juste titre la vieille classe politique. Ils ne vous croient plus quand vous répétez on va réformer, on va changer la vie des Français. Regarde, prenons un exemple. Ici, vous allez voir. Prenons un exemple. D'abord avec Nicolas Sarkozy, ce qui n'a jamais été fait. Candidat du passé? Non. Candidat du bon bilan. Je voudrais, moi, être de ceux... Ah non, c'est l'avenir qu'il faut regarder, Guillaume Pelletier. Il est très important de comprendre en quoi et comment un homme politique a été capable de renverser la chose. Les heures supplémentaires, l'autonomie des universités, le service minimum, l'interdiction du port de la burqa dans l'espace public, le report à 62 ans de l'âge de départ à la retraite, c'est Nicolas Sarkozy. Et moi, je fais confiance en cet homme pour changer les choses. Sur la sécurité sociale, qui est le grand sujet du matin, l'un des grands sujets. Tout le monde en parle depuis hier. Regardez cette classe politique, surtout à gauche aujourd'hui, mais la droite a manqué aussi de courage par le passé, qui n'ose pas dire les choses. 10 milliards ci, 5 milliards là, et là on va s'en prendre aux familles. La seule branche de la sécurité sociale qui est en fin de compte excédentaire. À ces aides. On ne touche pas à ces aides que touchent les familles, Guillaume Pelletier. Ah, on les rabote, on les abîme. Non, mais je vous dis, vous, votre position, c'est qu'on n'y touche pas. Ah non, mais je vais vous dire ma position. Vous voulez des positions radicales et courageuses? Non, mais tous les Français les attendent. Moi, ce que je souhaite... Est-ce qu'on touche aux aides familiales ou pas? Non, la famille, on ne touche pas aux aides familiales. La branche famille, c'est la seule branche qui est excédentaire. C'est ce qui fait la fierté de la France. Vous savez combien la démographie est une arme économique monumentale. Merci. Et alors, par contre, je vais vous donner des réformes courageuses. Un exemple. Non, mais laissez-moi, pardonnez-moi, mais c'est moi qui pose des questions, c'est pas vous qui dirigez l'entretien. Mais sur le fond, je vous pose... sur les idées. Mais sur les idées. Cumul des mandats. Oui. Vous êtes contre la fin du cumul. Moi, je considère que l'enjeu, c'est de réduire le nombre de parlementaires. Il y a trop de parlementaires dans notre pays, mais qu'on ment aux Français à leur dire que ce serait beaucoup mieux demain s'il n'y avait que des parlementaires. Donc vous êtes sans enracinement. Je suis pour un cumul mesuré. Aujourd'hui, il est excessif. Vous savez que chaque maire cumule avec des SEM, des présidents d'hôpitaux. Selon vous ou pas? Moi, je souhaite que chaque parlementaire puisse être maire et que chaque maire. C'est ce que veulent les Français ou pas, le cumul des mandats? Mais
Le rôle de l'homme politique, c'est d'écouter les Français, mais aussi de leur proposer un cap et de leur dire la vérité. Très bien. Le jour où vous aurez 600 députés hors sol, déconnectés du réel, qui n'ont pas les pieds dans le réel, avec des mandats locaux qui nous permettent d'être confrontés au quotidien à la désespérance des Français, je dis que la classe politique n'ira pas mieux. Par contre, je vous fais une proposition. Vous posez une question sur les mandats. On parle beaucoup de parité. Je suis attaché à la parité, mais je suis attaché à une nouvelle parité. Et j'aimerais parité, enfin, au Sénat, c'est 25% en 2017, de femmes je souhaite et 75 que les partis hommes. politiques soient contraints de présenter 50% de candidats issus du secteur privé. Notre classe politique souffre d'une surreprésentation de la haute fonction publique. Le jour où vous aurez plus d'agriculteurs, d'artisans, de commerçants, d'entrepreneurs dans le monde politique, alors oui, notre pays se portera bien mieux. Voilà des réformes courageuses et concrètes. Bien, Guillaume Pelletier, la loi sur le mariage pour tous, manifestation le week-end prochain, est-ce que Nicolas Sarkozy, s'il devient président de la République, abrogera cette loi? Je l'espère et je le souhaite. Moi, Vous lui demandez de l'abroger? Je serai dimanche prochain aux côtés des manifestants parce que c'est une conviction très profonde chez moi. Je considère fondamentalement que chaque enfant a droit à un père et à une mère, et plus largement, comme d'autres, comme Henri Guénaud, comme Laurent Wauquiez, comme un certain nombre de personnalités de ma famille politique, je ne comprendrai pas qu'une fois en responsabilité, on ne revienne pas sur une loi qu'on a condamné, combattu dans l'opposition. La crédibilité politique dont vous parliez tout à l'heure souffre aussi de cela. Pourquoi la gauche, lorsqu'elle revient au pouvoir, abroge, avec un certain courage, pour ses idées, les réformes que nous avions mises en œuvre, je pense aux heures supplémentaires, par exemple, et pourquoi nous, lorsque nous revenons au pouvoir... Vous avez tant critiqué la gauche qui abrogeait ce que vous avez fait, et vous feriez la même chose. Parce que je considère que c'était des bonnes mesures. Mais regardez, la retraite, ressemblez aux autres. La retraite à 60 ans de François Mitterrand, d'une part. Les 35 heures de Martine Aubry. La droite a contesté ces réformes dans la rue ou sur les plateaux de télévision pendant des décennies, sans jamais avoir le courage d'aller au bout, de les réformer et de les abroger. Eh bien moi, je veux une droite nouvelle. Donc on revient en arrière. La droite nouvelle, c'est on revient en arrière. Vous trouvez que le cumul des mandats, vous trouvez que la retraite à 60 ans, c'est une réforme positive? Vous trouvez que les 35 heures, ça a fait avancer notre pays aussi? On est bien d'accord. Non mais vous êtes incroyable parce que vous refusez le débat d'idées. Mais je refuse pas le débat d'idées. Je vous demande des précisions. Il y a des précisions. Je considère que la droite, lorsqu'elle arrive au pouvoir, tout le monde va écouter doit ce que vous avoir proposez. Le courage de supprimer les mauvaises réformes de la gauche et d'imposer une nouvelle façon de faire de la politique. Nicolas Sarkozy en a beaucoup parlé. Moi, j'attends de voir. Sur quel sujet, le référendum? Je pense qu'il nous faudra au moins sur 3 grandes thématiques. La question centrale pour rétablir les comptes de la sécurité sociale et les comptes publics, de l'égalité absolue entre les régimes du public et ceux du privé. Que ce soit sur la question des retraites, que ce soit sur la question des jours de carence, que ce soit enfin sur l'alignement des tarifs entre les hôpitaux et les cliniques, tout ça, c'est des dizaines de milliards d'euros qui chaque année sont perdus pour les Français. Donc un référendum sur ces sujets-là. Par exemple, oui. Quand j'entends Marisol Touraine dire on va aller chercher 200 ou 300 millions chez les familles, quelques centaines de millions d'euros sur les gardes d'enfants, c'est pas ça la question. Il nous faut dire la vérité aux Français. Nous rétablirons les comptes de la sécurité sociale le jour où nous alignerons par exemple sur la branche vieillesse, les régimes de retraite du public sur le privé, 30 à 45 milliards selon la CSG des retraités, estimations. vous l'augmentez, vous la mettez au même niveau que la CSG des salariés? Je peux pas vous dire mieux. Regardez que ma proposition est simple, juste et égalitaire. Oui ou non? Non, puisque je viens de vous dire que le grand enjeu, c'est l'alignement entre le public et le privé. J'aurai le courage aussi, moi, et je le demanderai au prochain salariés du gouvernement. Attendez, je continue mon développement. Sur la question centrale, non plus vieillesse, retraite, mais maladie. On dit aux Français, il manque des milliards. Mais est-ce que les Français savent que la gauche a créé l'aide médicale d'État 700 millions d'euros. Qui coûte, même selon le rapport de Goasguen, 7 à 800 millions d'euros chaque année. Est-ce qu'on sait que la CMU, qui donne la gratuité, on cherche des milliards. Il n'y a aucun contrôle. Ah oui, mais des centaines de millions et des milliards, ça fait beaucoup. L'alignement public-privé, j'y reviens, Jean-Jacques Bourdin, vous cherchez des milliards, c'est 30 à 45 milliards selon les différents rapports. Et ça fait 30 ans qu'on ment aux Français en disant on n'a plus d'argent, la dette augmente, parce qu'en fin de compte, on n'a plus d'argent parce qu'on n'a plus de courage. Bien, alors, il faut donc puisque vous avez du courage, moi je me souviens quand même, puisqu'on parle de référendum, février 2012, déjà en 2007, Nicolas Sarkozy avait promis des référendums non mis en œuvre. Et puis 2005, il s'est opposé à l'organisation d'un référendum sur le traité européen, vous le savez, victoire du non. Victoire du non. Il a fait adopter le traité de Lisbonne, vous vous souvenez de cela? Comment a-t-il fait adopter le traité de Lisbonne? Comment? Sans le peuple.
sans le peuple. Oui, mais moi je vais vous dire. Et un homme aujourd'hui, pourquoi voudriez-vous que nous croyions un homme qui a fait le contraire de ce qu'il dit aujourd'hui? Eh bien, je vais vous dire pourquoi. Allez-y. J'étais l'un de ceux, avec beaucoup de fierté, qui ait porté la parole du non en 2005. J'ai voté non. Et j'en suis fier. Parce que la construction européenne à laquelle je suis profondément attaché, la construction européenne se fait aujourd'hui contre les peuples, et je dirais même à l'envers de la démocratie. Et donc éloigne progressivement les peuples européens du bel idéal européen. Nicolas Sarkozy, et je vous le dis avec la même force, moi, progressivement, m'a réconcilié avec l'idée d'Europe. Bien sûr qu'il a commis, à mon sens, à ce moment-là, à cet instant, une erreur sur la question référendaire. Mais il n'empêche que pendant concrètement... Attendez, parce qu'après il faut voir les faits, c'est ça qui compte. Pendant 5 ans, il s'est moqué du peuple. Quel est l'homme qui a redonné un leadership aux nations? Quel est l'homme qui a incarné l'Europe? Quel est l'homme qui a su faire parler l'Europe d'une seule voix par rapport à la Géorgie, par rapport aux Russes, par rapport aux Américains? Quel est l'homme qui a imposé aux technocrates de Bruxelles un certain nombre de choix politiques qui lui furent tant reprochés? C'est Nicolas Sarkozy qui moi, m'a réconcilié avec un certain volontarisme, y compris sur une volonté de repenser la construction européenne. Nicolas Sarkozy est l'homme qui, demain, c'est ma conviction, sera le seul capable de nous réconcilier avec l'idéal européen et de passer du système des promesses auquel plus personne ne croit, au système des preuves. Et ces preuves, c'est le référendum. Un référendum sur le chômage, comme je l'ai dit, un référendum sur l'immigration aussi, qu'il nous faudra faire. Quelle question ? Une question très simple. La question n'est plus de savoir s'il faut fermer, quelle question ouvrir, je vais vous la dire, s'il faut ouvrir ou fermer les frontières, comme le propose le Front National. La question n'est pas de savoir, comme la gauche, l'immigration massive et subie. Alors, quelle question? Il nous faut une proposition très simple que nous proposerons aux Français. Faut-il ou non conditionner l'accès aux aides sociales aux étrangers à 5 années de résidence et de travail sur le territoire national, pour supprimer les aides automatiques. Aucune aide sociale. Si on n'est pas resté 5 ans en France, si on n'a pas travaillé pendant 5 ans. Pour un étranger, exactement. Pour un étranger. C'est un moyen même en situation régulière, l'étranger. Bien sûr, c'est un moyen de rétablir l'idéal de justice. Bien. Réduction du nombre de fonctionnaires, déjà dit, déjà vu. Les fonctionnaires qui vont travailler plus, j'ai déjà entendu ça. L'indemnisation, revoir l'indemnisation du chômage, j'ai déjà entendu ça. Renforcer les contreparties au RSA, j'ai déjà entendu ça. Réformer l'espace Schengen, j'ai déjà entendu ça. Lorsque j'écoutais Nicolas Sarkozy, j'ai eu l'impression que c'est un candidat du passé. Alors le comble, c'était les gaz de schiste, mon cher Guillaume Pelletier. Vous pensez que la France doit exploiter les gaz de schiste? Franchement, vous le pensez? Je pense surtout que les tabous dans lesquels nous sommes enfermés... Je vous pose la question. Mais là, vous me répondez pas. Oui ou non? Oui ou non? Faut-il exploiter les gaz de schiste? Il faut ouvrir le débat. Au nom de quoi? Mais Jean-Jacques Bourdin... Même en Sologne, dites-moi. Même dans votre Sologne adorée, je vous quelle est cette classe médiatique et politique qui refuse qu'on engage les débats? Je vous pose la question. Pourquoi tous les pays du monde explorent les gaz de schiste? Pourquoi nous n'aurions pas le droit, et même le devoir, d'engager une réflexion solide sur ce sujet? Pour moi, la droite moderne, pour moi, la droite de demain, qu'incarne Nicolas Sarkozy, compte tenu de son expérience, de son énergie, de son leadership, c'est d'être capable d'ouvrir les débats que la classe politique, que la classe médiatique, que le microcosme parisien refuse en permanence. Ce sont les populations locales. Oui, il y a un problème. Demandez à vos citoyens de Sologne s'ils veulent du gaz de schiste sur leur territoire. Demandez-leur. Vous êtes dans la démagogie la plus facile, Jean-Jacques Bourdin. Il nous faudra... C'est marrant parce que quand on évoque les citoyens, vous êtes toujours en train de dire vous êtes démagogue. Il nous faudra ici ou là engager le débat. Vous savez que vous êtes un vieux politicien, monsieur Pelletier. C'est votre droit de le penser. Mais vous savez, je ne suis pas là pour vous convaincre, moi je suis là pour convaincre les auditeurs et les téléspectateurs, qui voient très bien, avec mon énergie, avec mon enracinement, avec mon courage, de dire les choses que les autres ne disent pas. Avec ma volonté de contourner, avec ma volonté qui a montré ses limites aux États-Unis même. Mais Guillaume Pelletier, si vous connaissez par cœur tous les tenants et aboutissants, toutes les conséquences de l'exploitation potentielle du gaz de schiste, c'est votre droit. Moi je dis que les politiques français, comme les Français, ne savent pas tout sur ce sujet, et je ne vois pas au nom de quoi on aurait des œillères et qu'on refuserait d'engager le débat. J'ai pas dit qu'il faudrait l'exploiter, j'ai dit qu'on a le droit d'ouvrir le débat et d'expliquer aux Français les avantages et les inconvénients d'une telle exploitation, même si je considère que là n'est pas le sujet central et essentiel. Bon, les primaires à l'UMP, primaires ouvertes ou pas? J'ai entendu Jean-Pierre Raffarin, qui était à votre place hier matin, qui parlait de primaires ouvertes, avec ouvertes à l'UDI, ouvertes au MoDem, ouvertes même à des déçus de François Hollande. Vous y êtes favorable ou pas, pour désigner le candidat en 2017? Oui, la primaire ne me fascine pas, je vous le dis tout de suite. Quand on voit
comment la primaire du Parti Socialiste a permis de désigner un candidat qui est aujourd'hui président de la République et qui fait tant de mal à la France, je ne vois pas à travers ce système l'horizon indépassable d'un relèvement de la politique. S'il permet de désigner Nicolas Sarkozy... il faudra que il ne fera pas de mal à la France, il faudra que la primaire s'organise, il faudra qu'elle soit le plus large possible et qu'on puisse surtout, Jean-Jacques Bourdin, par-delà les hommes qui vous passionnent, vous, tant mieux, parler d'idées nouvelles. Regardez, tout au long de cette émission, ne vous en déplaise, j'ai fait des propositions nouvelles, audacieuses et courageuses. Mais elle me déplaise, moi, sur tout le sujet, moi, je pose des questions, sur l'immigration, ça nous permettrait de régler les questions d'immigration. Sur la question de la dette et des déficits publics, d'engager des vraies réformes courageuses. Pareil, sur la question qui me préoccupe de manière fondamentale, qui est la question du djihad. Il y a aujourd'hui 1000 enfants de France qui sont en Syrie et en Irak. Qu'est-ce qu'on a raté ? Qu'est-ce qu'ont raté nos aînés en politique pour arriver à cette situation? Que vous admirez, moi, je souhaite... Non, moi, j'admire personne. Ah bon? Non, moi, j'admire les Français et leur courage. Moi, ce que je souhaite, c'est que demain, on puisse, par exemple, réhabiliter l'école de la République, réhabiliter les valeurs patriotiques, recréer un service militaire pour redonner aux Français, quels qu'ils soient, quelle que soit leur origine, de vivre ensemble et de partager un destin commun. C'est ça, la France courageuse, c'est ça, la France de demain. Et c'est ça, la France nouvelle, que j'appelle de mes vœux. Merci, Guillaume Pelletier, d'être venu nous voir ce matin. Il est 8h58.